organiser des ateliers virtuels à la hauteur de 1 par semaine pour chacune de nos coalitions thématiques. Donc, chaque semaine, nous réunissons nos acteurs et des coalitions de différents secteurs. Aujourd'hui, évidemment, il s'agit de la coalition mobilité et transport. C'est le premier atelier virtuel de cette année sur ce sujet. Mais cette coalition est très active malgré la période. Et donc, il s'est passé beaucoup de choses, notamment en Côte d'Ivoire, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, l'objectif est de présenter le travail réalisé en Côte d'Ivoire et de voir dans quelle mesure cela est réplicable dans d'autres pays pour favoriser une mobilité plus durable, notamment en Afrique. Je vais moi-même présenter rapidement ce qui a été réalisé en Côte d'Ivoire et ensuite poser des questions à plusieurs personnes qui sont impliquées dans ce projet-là. Donc, permettez-moi de continuer sans introduire les intervenants et ensuite, j'introduirai les intervenants qui répondront plutôt à des questions. Donc, nous avons voulu proposer quelque chose de plus vivant aujourd'hui et d'avoir des échanges, d'où le nombre plus grand d'intervenants qu'à notre habitude. Donc, le travail en Côte d'Ivoire. En fait, après la COP21 et dans l'élan de ce que l'on appelle l'agenda de l'action, le PPMC, qui est une initiative globale qui réunit tout un tas d'acteurs du secteur des transports et de la mobilité, le PPMC a défini une feuille de route globale pour décarboner le secteur à l'horizon 2050, c'est ce que vous voyez à l'écran. Et donc, le PPMC nous a donné cet outil-là qui donne un cadre très intéressant de travail pour le secteur. Mais ce que nous avons choisi de faire en partenariat avec le PPMC et avec le soutien de la Fondation Michelin, c'est de dire, c'est très bien, nous avons ce cadre, mais essayons de le répliquer dans différents pays, et notamment en Afrique où Climate Change est très actif. Et c'est ce que nous avons décidé de faire. Donc, il y a eu une première feuille de route pour une mobilité durable au Maroc sur ce modèle du PPMC. Et ensuite, en 2018, nous avons organisé un sommet Climate Change en Côte d'Ivoire, à Abidjan, qui nous a permis de réunir plein d'acteurs ivoiriens et de faire un atelier qui présentait cette méthode. Les acteurs ivoiriens ont été globalement très intéressés et on a dit, allons-y, on essaie de revenir après notre sommet vers vous pour faire un vrai exercice d'élaboration d'une feuille de route ivoirienne. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons réussi à revenir et à travailler pendant finalement 2 ans en Côte d'Ivoire avec l'aide de personnes qui sont aujourd'hui présentes et qui vont vous expliquer en détail ce qui a été réalisé. Mais voilà, il s'agit d'un très beau travail qui a permis de faire atterrir cette méthode et ce cadre dans un contexte ivoirien avec plein d'acteurs de terrain, des ONG, des associations, des startups, des collectivités locales, tout cela en lien évidemment avec les autorités nationales. Et nous avons beaucoup avancé sur ce projet-là pendant 2 ans et aujourd'hui, nous sommes là pour en présenter les résultats, les différents axes d'action et voir dans quelle mesure cela peut être répliqué ailleurs. Donc, sans plus tarder, voilà pour le cadre. Je vais présenter donc, les intervenants qui nous en diront plus sur cet exercice-là. Donc, Sylvestre Kwame Kwasi, qui est directeur de l'Observatoire des mobilités africaines, l'OMA, basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Aristide Gaillet, qui est directeur de la planification et des études et projets de l'AMOUGA. Donc, l'AMOUGA, c'est l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan, en Côte d'Ivoire aussi. Patrick Oliva, qui est le cofondateur du PPMC, donc du Paris Process on Mobility and Climate, qui nous feront ce retour d'expérience sur le cas ivoirien. Et ensuite, nous avons d'autres intervenants qui sont actifs dans d'autres pays.
Fortunate Bihira, qui est responsable du centre de maintenance et de contrôle de la signalisation routière à Kampala, en Ouganda. Monsieur Dominique Breuil, qui travaille pour le CODATU. Amat Ndiaye, qui est chef de la division observatoire des déplacements du CETUD. Donc le CETUD, c'est le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar, au Sénégal. Et enfin, Ndeye Rokaya Sarr, qui est coordinatrice du plan climat et énergie territoriale de Dakar, et aussi membre de la Convention des maires en Afrique subsaharienne, tout comme Kampala d'ailleurs est aussi membre de cette Convention des maires en Afrique subsaharienne. Voilà pour les intervenants. Donc, je vais poser des questions tout d'abord à Patrick et à Sylvestre ensuite. J'aimerais que vous nous disiez tous les deux, vous nous en disiez plus sur la pertinence finalement de l'outil de cette feuille de route PPMC. Donc, en quoi elle consiste, quelles sont les grandes lignes de cette feuille de route et en quoi elle a été utile dans son application ivoirienne. Merci. À vous deux. D'abord Patrick, peut-être, sur la vision globale et Sylvestre sur le cas ivoirien. Parfait, je veux bien démarrer. Et merci Romain de me passer la parole et de revenir sur cette thématique très intéressante. Je dirais que dans le document que nous avons fait, que nous avions appelé justement une macro feuille de route, pour bien montrer que nous ne souhaitions pas rentrer dans tous les détails, mais proposer un cadre qui soit finalement suffisamment général, applicable mondialement, pour structurer les actions à mener en vue d'une décarbonation du transport. L'objectif est bien une transformation vers des transports décarbonés. Alors, je dirais qu'il y a deux originalités dans le document. La première, c'est d'avoir très clairement identifié au départ 8 chapitres d'action, assez différents, tous complémentaires, mais absolument indispensables pour dire que eh bien, un pays avait de bonnes chances de se positionner dans une démarche qui pouvait avoir un succès, à la condition de bien rentrer dans ces 8 dimensions. Alors, il y a une dimension sur la mobilité urbaine, une dimension sur le développement des nouvelles énergies, une dimension sur l'amélioration de chacun des modes de transport en termes d'efficacité énergétique, en termes d'efficacité tout court, etc. Un chapitre sur la logistique, un chapitre sur la façon dont on pouvait réduire les déplacements inutiles, un chapitre sur les spécificités du monde rural et ce que l'on pouvait en faire, un chapitre sur la nécessité de l'investissement en adaptation, et puis un chapitre sur les nouveaux outils économiques à mettre en jeu pour y arriver. Donc voilà, un cadre assez général, c'est la première dimension, tout en sachant qu'à partir de ce cadre, des pays pourraient le faire évoluer. Ça a d'ailleurs été le cas de la Côte d'Ivoire, qui en partant de ces 8 chapitres bien distincts, a souhaité mettre l'accent sur 2 autres aspects, l'un notamment sur la sécurité routière, un axe important de leur côté, et puis un autre élément dont j'oublie le nom, mais c'est intéressant de voir qu'à partir de ces 8, ils sont passés à 10 pour s'adapter à la réalité ivoirienne. Le deuxième élément important, c'est de dire que, bien évidemment, si l'ensemble de ces chapitres sont à aborder ensemble, parce qu'il y a une synergie à opérer entre ces différents chapitres d'action, il ne s'agit pas de viser dans chaque cas les objectifs majeurs au même moment et à 2 horizons trop courts. Donc, il y a finalement un séquencement dans le temps qui consiste à dire, bien évidemment, n'importe quel pays ne peut pas avoir autant d'investissements nécessaires pour aborder tous les dossiers, mais il y a une synergie à opérer. Certaines choses sont clairement nécessaires tout de suite, d'autres peuvent être différés un petit peu dans le temps. Et nous avions, dans ce contexte-là également, fait 2 types d'échéanciers. L'un qui pouvait s'appliquer à des pays déjà assez fortement avancés en termes de technologie, d'infrastructures, etc., pour pouvoir embrayer rapidement sur des approches ambitieuses. Et puis, un autre séquencement un petit peu plus lent, mais organisé pour des pays qui avaient encore besoin soit de développer des infrastructures, soit de développer un réseau énergétique plus important, soit de travailler à des politiques publiques qui n'existaient pas encore, etc. Voilà, donc à la fois une structuration en chapitres bien identifiés permettant de donner des caps sur des actions et surtout sur une synergie
entre au moins ces 8 grands chapitres pour avancer. Et puis, deuxièmement, un élément de réalisme. Je prends un exemple. Il est bien évident qu'aujourd'hui, si l'hydrogène est une solution intéressante à envisager pour l'avenir, ça ne peut pas être la seule priorité du moment. Parce que au niveau international, par exemple pour l'aviation, etc., c'est impossible d'imaginer qu'on puisse le faire très très vite. Il y a encore du travail à faire pour amener le coût de l'oxygène à à des tarifs intéressants et qui rendent la technologie compétitive avec d'autres, etc. Voilà. Donc l'idée était de tenir compte du réalisme industriel, du réalisme politique, du réalisme administratif et également de la maturité des sociétés pour se dire, eh bien, voilà un enchaînement qui peut être fait dans le temps de façon à rendre les choses faisables, mais tout en restant structuré et très orienté sur un cap de décarbonation du transport, alors qu'on avait situé pour les pays les plus rapides aux alentours de 2045-2050, et pour des pays qui avaient besoin de plus de temps, plutôt dans les horizons de 2060-2070, en disant, voilà, c'est de cette bonne intelligence que chaque pays aura de sa propre situation et du dynamisme qu'il devra mettre que l'on pourra se raccrocher à telle ou telle pratique. Voilà un petit peu les éléments. Et puis je passe la parole bien évidemment à Sylvestre, qui va pouvoir, lui, parler de l'application spécifique au cas ivoirien. Merci beaucoup Patrick. J'espère que tout le monde m'entend. Très bien. Merci beaucoup. Je pense que la méthodologie de PPMC a été très utile au cas ivoirien, en ce sens que, comme je le disais, en l'absence d'une politique nationale de mobilité des transports au niveau de la Côte d'Ivoire, la feuille de route a offert véritablement cette opportunité-là d'avoir une vision de long terme à l'horizon 2050 sur les questions de mobilité, sur les questions de transport en Côte d'Ivoire, à travers cette approche participative, à travers cette approche aussi qui met l'accent sur un certain nombre de secteurs. Patrick l'a dit tout à l'heure, la feuille de route mondiale est partie de 8 axes majeurs. La Côte d'Ivoire, puisque nous devons évidemment l'internaliser, prendre en compte les spécificités locales. 2 autres axes ont été apportés, ont été ajoutés. Il s'agit de l'axe portant sur l'éducation des usagers, pour amener un changement de mentalité, un changement de comportement. Et le 10e axe portait sur les questions de sécurité routière, parce que nous avons un niveau évidemment d'accidents sur nos routes qui est assez important. Il fallait donc prendre évidemment cette donne-là en compte. Donc la feuille de route a été un outil majeur pour permettre à l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui d'avoir parmi ses documents stratégiques à l'échelle nationale une feuille de route qui permet de guider l'action publique, qui permet d'éclairer la prise de décision, qui permet aux partenaires d'avoir une vue globale, une vision globale de ce que l'État de Côte d'Ivoire veut pour son pays, pour ses populations, pour évidemment tous les acteurs en termes de mobilité, en termes de transport à l'horizon 2050. Donc, ça donne une nouvelle directive à l'État de Côte d'Ivoire, évidemment, pour prendre en compte toutes ces thématiques-là, des questions de transformation, des questions d'aménagement urbain, et cela permet évidemment, dès le départ, de pouvoir prendre en compte toutes ces thématiques-là. Donc, pour dire que l'expérience ivoirienne est enrichissante à ce point-là, la méthode PPMC, l'outil PPMC a été utile à travers son approche systémique, à travers son approche participative et en mettant l'accent évidemment sur des aspects assez importants. Ok. Merci Sylvestre pour cet éclairage. Je peux peut-être, Romain, si je peux rajouter juste un point qui me paraît important dans le succès d'une démarche, puisque le premier exemple que nous avons eu, c'était, comme tu l'avais rappelé, le Maroc, et puis ensuite on a travaillé sur la Côte d'Ivoire. Ce qui est important, c'est qu'on a établi ce document de la macro-feuille de route à partir d'une réflexion qui était une réflexion venant du monde non étatique, bien évidemment, puisque nous étions à la COP 21, à la COP 22, etc., en tant que représentants du monde non étatique, mais avec l'idée d'une collaboration très, très, très étroite entre les différents acteurs du monde non étatique, c'est-à-dire à la fois les villes, les industries, les citoyens, les ONG, etc., et puis bien évidemment le rôle très particulier et absolument complémentaire du gouvernement, des gouvernements. Et donc l'idée était bien de faire en sorte qu'à partir de cette réflexion
issus des acteurs non étatiques de COP, il y ait véritablement la recherche d'une communion entre acteurs étatiques et acteurs non étatiques, et justement à la fois le choix des chapitres, l'échéancement dans le temps qui a été proposé était là pour essayer de faire en sorte que tant acteurs étatiques que acteurs non étatiques puissent trouver dans le document les bases, je dis bien les bases, puisqu'on n'est pas rentré dans tous les détails, mais les bases d'une réflexion parfaitement adaptée à leur mission. Et je crois que c'est quelque chose d'important que de viser cette grande harmonie de vision entre acteurs étatiques et acteurs non étatiques. Ouais. Ben justement, ça me donne. Je voulais poser la question peut-être à Aristide, du coup, Gaillet, qui a porté à bras le corps tout ce travail pendant 2 ans sur place, au sujet justement de la mobilisation de la diversité d'acteurs et le lien essentiel dès le départ avec le niveau national, puisque le gouvernement, le ministère des Transports de la Côte d'Ivoire a été associé dès le départ et en soutien de tout ça. Est-ce que Aristide, tu nous entends pour nous en dire un peu plus sur quel type d'acteurs tu as mobilisé dans tous ces ateliers, dans toutes ces activités et comment ça s'est passé concrètement en Côte d'Ivoire? Ok. Bonjour Romain et bonjour tout le monde. Nous sommes très heureux de participer à cet atelier, l'expérience ivoirienne, à la suite de Patrick et de Sylvestre. Je voudrais dire effectivement que nous sommes très heureux de travailler Aristide, sur l'état de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, nous avons pu réunir autour de la table plusieurs acteurs non étatiques, mais du ministère des Transports. Et vous ne m'entendez pas? C'est très compliqué en fait. Il y a un gros retard sur ce Est-ce que vous m'entendez? Il y a beaucoup de retard sur ce que tu dis en fait. La connexion doit être trop lente. Vas-y, essaye, là, on t'entend un petit peu mieux. Et si jamais ça passe pas, je te le dirai et on demandera peut-être à Sylvestre. D'accord. Ok, donc j'ai dit que... vous m'entendez? Oui, là, ça va. D'accord. Donc, nous avons eu la participation des acteurs étatiques, le ministère des Transports qui a pris à direction générale, le directeur général des Transports terrestres et de la circulation. Et puis, nous avons eu également une forte participation aussi du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Donc, ces deux acteurs étatiques-là, à ces deux acteurs étatiques, nous avons pu associer des acteurs non étatiques tels que la SOTRA, qui est la société de transport abidjanaise, donc qui est la société historique de transport en Côte d'Ivoire et l'une des dernières à rester encore en fonctionnement au niveau de l'Afrique subsaharienne. Nous avons eu également la participation des autres STL du cabinet, du principal cabinet conseil de l'État, le BNET, qui a participé. Nous avons eu aussi la participation d'universitaires, donc de professeurs d'université, d'étudiants également, qui sont venus apporter leur contribution. Et puis, nous avons eu des organisations de la société civile, notamment My Dream for Africa, qui a apporté aussi le projet avec nous, avec leur initiative sur le vélo. Donc, toutes ces associations-là qui avaient des initiatives sur la question de la mobilité ont été contactées et nous avons pu les réunir autour de la table pendant des ateliers. Nous avons eu au total 3 ateliers, donc des ateliers de travail au cours desquels les différents axes ont été présentés et chacun a pu apporter donc, son point de vue sur chacun des sujets. Et il y a eu 10 commissions de travail donc, pour chacun des axes de la feuille de route. Nous avons constitué des commissions de travail et chaque commission donc, a formulé des recommandations. Ce sont ces recommandations-là aujourd'hui qui ont pu être élaborées en cohérence. Le projet de base élaboré par PPMC
pour pouvoir véritablement avoir une feuille de route aujourd'hui. Et nous continuons le processus avec l'IDRI pour pouvoir aujourd'hui évaluer et quantifier donc les avantages liés à cette feuille de route-là à l'horizon 2050. Voilà, Ouais. voici un peu ce que je voudrais apporter comme contribution. Voilà. Merci. Justement, encore une fois, me facilite la tâche. J'allais vous poser la question de la modélisation en fait de cette feuille de route, parce qu'on sait que pour que tout ce travail soit effectivement pris en compte dans les politiques nationales, il est important qu'il y ait un travail de modélisation des projections faites dans cette feuille de route. Et in fine, notre objectif est d'influencer les politiques nationales ivoiriennes avec ce travail de terrain, et idéalement d'inscrire ce travail dans la nouvelle NDC, donc la contribution nationale de la Côte d'Ivoire, à la contribution à l'accord de Paris. Donc, je voulais savoir, Sylvestre et Aristide, comment le processus de modélisation s'est passé avec l'IDRI, comme tu le mentionnais, et si vous pensez que ce travail-là pourra être pris en compte par la Côte d'Ivoire dans sa NDC. OK, merci beaucoup. Je voulais dire qu'à la suite de ce que Aristide a eu à dire concernant les acteurs, il faut ajouter aussi même les autorités préfectorales, parce que lorsque nous étions à Odiéné, dans le cadre du processus participatif, les maires, les préfets de région, les préfets de département, tous ceux-là, évidemment, se sont impliqués fortement dans le processus, évidemment, de la feuille de route. Ceci dit, au niveau des NDC, nous voulons profiter de l'occasion pour vraiment remercier les autorités officielles, les autorités nationales de la Côte d'Ivoire, parce que nous avons, depuis le début de ce processus, bénéficié de l'appui et du soutien du ministère des Transports. Mais à cette étape, c'est-à-dire avant-hier, lors de l'atelier national que nous avons eu à faire pour présenter la feuille de route aux autorités nationales, il y a eu un fort intérêt de tous les autres ministères sectoriels, en particulier le ministère de l'Environnement et du Développement durable, qui était présent, qui aujourd'hui est inscrit dans un processus d'évaluation des NDC pour le présenter évidemment à la prochaine COP. Et ce ministère était présent à travers ses premiers responsables. Ils ont présenté évidemment leur processus d'évaluation des NDC, et je pense qu'il y a un projet de collaboration qui doit exister entre Climate Change, l'OMA et le ministère de l'Environnement, pour qu'ensemble, évidemment, ils puissent bénéficier du produit de la réflexion que Climate Change, l'OMA sont en train de faire avec l'IDRI. Au niveau de l'IDRI, nous sommes vraiment bien avancés sur le processus. Le processus est lancé. Il s'agira pour nous, dans le cadre de ce travail que nous sommes en train de faire, de pouvoir affiner les objectifs qui ont été déclinés dans la feuille de route mobilité durable de la Côte d'Ivoire, de tenter de les quantifier et à travers un modèle BAU, business as usual, de voir un peu les gains que la Côte d'Ivoire pourrait faire si elle mettait en œuvre les décisions qui émanaient de la feuille de route à l'horizon 2050. Donc, c'est un processus important que nous avons entamé avec l'IDRI, et l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Environnement, est en attente des résultats de ce travail-là pour pouvoir évidemment le prendre en compte dans l'évaluation des NDC qui s'annonce, qui est déjà lancée au niveau de la Côte d'Ivoire. OK, super. Merci. Et je voudrais aussi, oui, je voudrais aussi compléter pour dire qu'il y a non seulement le ministère de l'Environnement et du Développement durable qui donc va bénéficier du calcul de ces NDC-là, mais en plus, il y a également l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, donc, qui aussi, dans le cadre de son contrat de performance avec l'État de Côte d'Ivoire, avec l'IDRI, c'est-à-dire il y a une évaluation pour la Côte d'Ivoire de manière générale, mais nous avons aussi retenu, il s'agit d'Abidjan et de Boaké. Et c'est à la mise en œuvre de cette feuille de route-là par rapport aux émissions. Donc, le
l'autorité, par exemple, sur Abidjan, va utiliser ces gains-là dans le cadre de son contrat de performance pour pouvoir effectivement, qui sera signé avec l'État de Côte d'Ivoire pour pouvoir les valoriser. Donc, voilà. Voici, je dis que ça sert au-delà même des engagements internationaux, à des engagements nationaux plus particulièrement à ceux sur la ville la plus densément peuplée de Côte d'Ivoire, Abidjan. Merci Aristide. C'est un peu laborieux sur la connexion, mais ça va, on a compris. En tout cas, oui, juste pour que tout le monde comprenne bien, donc là, il y a eu tout un exercice de 2 ans en s'appuyant sur différentes villes, Cocody, Bouaké, Odiéné, qu'on remercie aussi. C'est toutes ces photos que vous voyez où il y a eu plein d'activités au niveau local. On a fait une restitution il y a quelques jours et vous devez certainement savoir, il y a des élections qui se profilent en Côte d'Ivoire, donc on va aussi faire un pont. On tenait à avoir une restitution avant les élections et on refera un travail de présentation formelle de tout ce travail, alimenté par les résultats de la modélisation en début d'année prochaine avec les nouvelles équipes en place pour continuer à ce que ce travail infuse concrètement dans les politiques nationales ivoiriennes et à ce que tout cela ne soit pris en compte, évidemment. Et on suivra ça de près, bien sûr, parce que c'est un exemple qui nous tient particulièrement à cœur. Donc maintenant, ça fait à peu près la moitié de notre temps. Donc je voudrais passer plutôt à la partie est-ce que cela est réplicable et comment cela est réplicable? Let's move on now and see how this can be replicated. We can come back to you, Sylvestre and Patrick, so you can tell us more about it. And you can tell us maybe a bit more. Now, let's have a quick survey and to see, let's see about who took part, and if you could give us an idea of your opinion and your contacts and places where we could replicate this exercise. Okay, you can go on this www.menti.com and you can send your answers and enter the code that shows on your screen. And at the end, we will do a quick assessment. You can also call us or write to us rather at climatechange.org if you have more ideas afterwards. Now, we have all the information on the site. I want to talk to Fortunate. Who is Fortunate now? Okay. You're in Kampala, in capital city of Uganda. Now, can you hear us? I'm going to switch to English maybe so we can have a better conversation. What is the latest news in Kampala in terms of urban mobility lately in your city? And also, as I mentioned, Kampala is part of the Covenant of Mayors for Sub-Saharan Africa, which is an initiative funded by an initiative which is funded by the European Union. Did this support of the Covenant of Mayors in terms of climate planning, did it have any impact for you in your sector of transport in Kampala? The floor is yours. Thank you. Sorry, I lost communication there, so I had to borrow someone's Zoom meet access. Now, I actually did not hear your question because of that, but I can present what we've done in Kampala, if that's okay. Yes. Yeah. So
In Kampala, under the Covenant of Mayors Network, we are, as introduced, we are part of the cities that are part of the Covenant of Mayors Network for Kampala. And the themes that Kampala has focused on are air quality monitoring, detailed neighborhood Attaché à la qualité de l'air, au développement des routes, c'est-à-dire aussi la participation des citoyens. Donc, pour l'évaluation de la qualité de l'air, nous sommes en partenariat avec une université, avec un projet qui s'appelle ERCO. Donc, nous avons identifié des sites à Kampala pour prendre les données de la qualité de l'air dans ces différents endroits. Nous avons demandé aussi sur aussi des données sur une région beaucoup plus large. Donc, on a ce qu'on appelle le ERCO Project en utilisant des matériaux qui sont disponibles et ce qui nous a permis de participer à cette étude. Nous sommes également dans la planification des développements urbains des quartiers et plus important encore, planification urbaine. Nous voulons veiller à ce que nous planifions les quartiers de sorte à minimiser, bien sûr, la mobilité durable. Nous travaillons bien sûr avec d'autres villes d'Ouganda pour encourager et pour vraiment attirer l'attention sur cette problématique et leur demander vraiment de prendre des actions pour le climat pour que nous puissions avoir un impact beaucoup plus important. Kampala fait partie, nous sommes bien sûr la ville qui dirige ce réseau. Il y a plusieurs villes en Afrique qui sont dans ce réseau d'initiatives qui sont financées par le FAD et qui, à Kampala, nous nous focalisons davantage sur la mobilité urbaine. Au départ, nous avons pensé travailler plutôt sur le transport public, mais il y a déjà beaucoup. Donc, nous avons décidé de nous focaliser plutôt sur la gestion pour la mobilité, parce qu'il y a eu beaucoup de retard, bien sûr, avec des incidents sur les routes. Donc, nous essayons de développer plutôt une plateforme et des applications qui nous permettent d'avoir les retours de la part des citoyens, de la police également, et nous servir de cette plateforme pour communiquer avec des firmes, notamment de déménagement, de transport, pour pouvoir coordonner le travail avec eux et réduire justement le niveau de pollution dans certains domaines, régions. Et ça, c'est ce qu'on appelle la gestion des incidents en termes de mobilité durable. La ville de Kampala a donné la priorité au développement d'un réseau de transport durable. Nous avons développé davantage les trottoirs et des arrangements ont été faits. Ce n'est pas toujours possible, mais dans la mesure du possible, c'est ce que nous essayons de faire. Nous ajoutons des espaces supplémentaires. Donc, nous voulons vraiment encourager les modes de transport durables. Nous avons également d'autres projets, ce qu'on appelle le transport non motorisé, qui est comme un corridor qui fait environ 2 kilomètres. Et nous avons certains secteurs sont complètement sans voiture. D'autres parties de cette route sont accessibles. Nous sommes dans l'étape finale de compléter cette infrastructure. Donc, l'infrastructure est mise en place, mais dans l'étape finale dans laquelle nous sommes, il y a eu un changement. Donc, il n'y a plus de véhicules dans certains endroits. On voit vraiment les piétons, les vélos.
dans ces endroits et plus de voitures. Et je pense qu'à l'avenir, il y aura de plus en plus de demandes pour ce genre de développement et de structure. J'entends effectivement qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place à Kampala. J'aimerais vous poser la question, quel est le lien avec, quelle est votre collaboration avec le gouvernement national? Quel est le plan de transport au niveau national? Est-ce que cela a été mis à jour dans les années passées? Est-ce que ce plan national prend en compte les pratiques locales, justement, et les progrès faits à Kampala? Est-ce que vous savez au niveau national comment les choses avancent? Au niveau national, nous avons un plan, master plan, et nous avons également regardé dans la métropole de Kampala et nous avons regardé au-delà donc de la ville et nous avons participé à l'élaboration de ce master plan qui intègre justement ce que les autorités avaient prévu en termes de mobilité durable. Donc, nous sommes tout à fait en tandem avec le plan, avec le plan général. Ça, c'est au niveau national, mais nous avons également des politiques. En tant que ville, notre politique pour le secteur des transports a approuvé des sanctions du gouvernement central. Notre politique, donc, concernant le transport durable a été adoptée par le gouvernement central et nous avons bien sûr proposé et nous avons plaidoyé vraiment pour le changement et nous sommes en train de faire des avancées dans cette direction. C'est pour cela que nous avons des régulations qui sont maintenant presque à leur terme. Par exemple, les restrictions aux véhicules lourds, aux camions. Nous avons des politiques dans ce sens. C'est tellement important et même les routes nationales doivent également s'adapter et répondre aussi à ces mêmes exigences. Est-ce que vous avez des commentaires à faire, par exemple, à l'instar du travail que nous avons fait en Côte d'Ivoire? Est-ce que ce serait pour vous une valeur ajoutée en Ouganda? Est-ce que cela aurait un intérêt est-ce que la mise en place d'une telle feuille de route serait un plus dans la ville de Kampala, par exemple, si la ville commençait à travailler avec d'autres chercheurs et avait une approche plus globale? Oui, tout à fait. Bien sûr, Kampala pourrait tout à fait bénéficier d'une telle feuille de route, d'une telle direction. Bien sûr, c'est important d'avoir tous les acteurs en place. J'ai entendu que même le ministère de l'Environnement était impliqué en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas notre cas ici à Kampala. Donc, ce serait une bonne chose de pouvoir apprendre d'une expérience d'une autre ville et de pouvoir mettre en place les mêmes projets. Bien sûr, nous faisons des progrès, mais il y a certainement beaucoup de choses encore que nous ne faisons pas. Bien sûr, oui, nous pourrions absolument bénéficier de cette expérience. C'est intéressant. Merci. Je crois qu'il y a un collègue de Sylvestre de l'Observatoire des mobilités africaines qui est d'ailleurs à Kampala. On pourrait rester en contact puisque nous manquons un peu de temps, mais en tout cas, Fortunette, merci beaucoup pour votre message et votre rapport. Alors maintenant, je vais passer à un autre intervenant et un autre pays avec le Sénégal. Notre prochain intervenant sont soit au Sénégal ou sont des experts du Sénégal. J'aimerais demander donc à Dominique Breuil du CODATU d'intervenir, qui est une organisation française qui travaille aussi dans les pays en développement, qui a été très liée ou très impliquée plutôt à Dakar au Sénégal. Du coup, Monsieur Dominique Breuil,
Je voudrais savoir quelle est la nature justement du travail de Kodatu au Sénégal et notamment auprès du CETUD et éventuellement avoir déjà quelques commentaires sur la feuille de route parce qu'on n'a plus beaucoup de temps sur la feuille de route ivoirienne. Et puis ensuite, je demanderai à nos collègues sénégalais leurs impressions. Merci Dominique. Ok, merci de me donner la parole. Bonjour à tout le monde. J'ai allumé la vidéo, j'espère que vous me voyez. Très bien. D'accord, pour répondre à la première question, donc qu'est-ce que Kodatu fait avec le CETUD et au Sénégal? En fait, nous avons plusieurs actions, en particulier assistance technique auprès du CETUD sur différents sujets quand il y en a besoin. Et je vois que notre correspondant là-bas participe aussi à cet atelier, Modou, bonjour, Modou, qui donc est quelqu'un qui est embauché par Kodatu et qui travaille auprès du CETUD. Et au-delà de ça, nous avons d'autres actions au niveau du Sénégal, notamment une action dans le cadre, je dirais, de la formation et pour étudier l'opportunité justement de structurer ou d'améliorer la structuration de la formation à la mobilité et au transport des passagers et marchandises sur l'ensemble du Sénégal. On travaille avec le CETUD, mais aussi avec les autres ministères au niveau du Sénégal sur ce sujet-là. Et ça rejoint un petit peu la deuxième question, et, puisque dans la feuille de route, aussi une question, et la Côte d'Ivoire a rajouté ce point-là, je dirais, à la feuille de route originale, puisque ça fait, c'est le deuxième point, je crois, sur la formation des usagers. Et je pense qu'il est très, très important, justement, de parler de formation des usagers, oui, mais enfin, au sens très, très large du terme, c'est-à-dire de tous les acteurs de la mobilité, surtout dans les nouvelles mobilités, pour former tous ceux qui interviennent, aussi bien les conducteurs de bus que ceux qui font la maintenance, que les gens du transport artisanal, etc. etc. Donc, il y a un point important de formation et le mettre dans la feuille de route, je crois que c'est fondamental pour l'ensemble des pays, en particulier les pays africains. On est sur ce sujet-là. Et ça fait partie vraiment des points de réplicabilité, si on peut dire. Après, il faudrait rentrer plus dans le détail, parce qu'effectivement, beaucoup de points importants sur les 10 points qui sont analysés dans cette feuille de route. Je pense au Sénégal qu'un certain nombre de points sont, je dirais, à traiter différemment. Il faudrait reprendre par rapport au point de départ de l'état actuel du Sénégal, où quand on parle de transport de masse, quand on parle des outils réglementaires, financiers, etc. Bon, sur ces 8 points, je crois qu'il faut rentrer, on n'a pas le temps là, mais rentrer un peu plus dans les détails pour voir où en est le Sénégal, parce que je pense qu'il y a certains points qui ont déjà été abordés, en particulier par le CETUD, qui ont été lancés par le CETUD, qui a déjà, je dirais, avancé sur ces points-là. Donc, il faudrait repartir de là pour avancer. Voilà, pour être rapide. Super, merci. Ben, c'est bon à savoir qu'il y a déjà en fait des choses qui sont… Parce que l'idée aussi de cette approche feuille de route, c'est de mettre autour de la table différents travaux complémentaires et de connecter tout cela. Donc, effectivement, si jamais on a l'opportunité de se lancer sur ce même travail au Sénégal, ce serait très, très intéressant qu'on se rapproche de Kodatu et du CETUD pour ne pas réinventer la roue, finalement. Donc, je prends note. Merci beaucoup. Amat Ndiaye, donc du CETUD, justement, est-ce que vous nous entendez bien? Oui, je vous entends bien. Super, merci. Du coup, merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, je voulais vous poser la question. Je sais que Dakar fait beaucoup de choses en termes de mobilité urbaine. C'est un territoire qui concentre, je crois, 25% de la population du Sénégal sur 0,3% de la surface du pays. Enfin, donc, il y a des besoins énormes. Vous avez lancé un BRT au nord, un TER au sud. Comment les travaux, comment ces projets se passent? Quel est le niveau d'avancement dans le contexte actuel quand c'est difficile?
Où est-ce que vous en êtes? Oui, merci beaucoup de nous avoir associés à cet atelier virtuel qui est quand même d'une importance capitale dans ce que nous faisons, à la planification de la mobilité urbaine. Bon, pour répondre peut-être à votre question, je vais peut-être partir de ces projets que vous avez cités tout à l'heure. Il y a le projet BRT donc, et le projet TR, qui sont en fait des projets de transport de masse qui vont permettre en quelque sorte de faciliter la mobilité à Dakar et de régler un certain nombre de problèmes qui sont liés à la circulation, etc. Donc, à travers, en fait, quelque sorte, les projets de transport de masse que sont le TR et le BRT. Donc, par rapport à l'état d'avancement, ça avance quand même bien, puisque le BRT avec, en tout cas, depuis quelque temps quand même, on assiste à la COVID, à la pandémie de la COVID-19. Il y a eu quand même quelques soucis liés à cette pandémie-là, qui faisait que quand même, il y a eu quelques arrêts liés à la progression de ce projet. Mais au Sénégal, quand même, nous avons, en tout cas, c'est en train de progresser. Nous avons repris les activités depuis quelque temps puisque la COVID est en train donc, de suivre une tendance baissière. Et sur cette base-là, donc, ça avance bien. Okay. Peut-être pour revenir un peu sur les aspects liés à ces projets de transport de masse, aux enjeux et même en quelque sorte, en quelque sorte on peut dire les gains qu'on peut avoir à travers ces projets de masse. Donc, il y a à travers les technologies qui seront en quelque sorte excusez-moi. Bon, excusez-moi, il y avait quelqu'un qui était dans la salle. Donc il fallait que... Pas de problème. Voilà, voilà. Donc, à travers ces projets-là, je pense qu'il y a quand même des enjeux, en quelque sorte, hein, ou bien des avantages qui sont liés à la, en quelque sorte, à la réduction du temps de parcours, n'est-ce pas, également au type d'énergie qui sera utilisé par ces types de transport de masse, puisque pour le BRT, on est au moins à l'Euro 5, et pour le TR, on sera dans une technologie électrique, et cela va nous permettre quand même d'avoir des gains en termes d'émissions donc de gaz à effet de serre. Et cela, quand même, est un aspect assez important pour la durabilité de nos projets de mobilité. Ok, merci. Oui, donc je crois que le CETUD avait organisé en 2018 un forum sur les politiques de mobilité et d'accessibilité durable dans les villes sénégalaises. Est-ce que cela a donné des suites sur la question de la mobilité durable? En fait, est-ce que vous avez abouti à des choses intéressantes à la suite de cela? Et aussi, vous pouvez répondre dans la foulée sur la question de savoir, selon vous, comme en parlait tout à l'heure Dominique Breuil, au Sénégal, est-ce que ce qu'on a pu développer en tant que climate change en Côte d'Ivoire, est-ce que ce serait pertinent pour le contexte sénégalais et est-ce que le CETUD serait intéressé par cette élaboration d'une feuille de route sénégalaise pour le coup? Oui, bon, par rapport peut-être à la première question concernant le forum organisé par le CETUD en 2018, bon, je vais partir peut-être des recommandations phares qui avaient été donc listées à ce niveau-là ou retenues à ce niveau-là. Donc, parmi ces recommandations, il y avait en fait le lancement des processus de planification
de la mobilité urbaine dans la région de Dakar et dans les capitales régionales. Il y avait également la poursuite de l'effort de professionnalisation du secteur, ainsi que le renforcement du rôle du CETUD et en ce qui concerne également la réforme du Fonds de développement des transports urbains. Donc, j'ai rappelé ces recommandations pour dire qu'aujourd'hui, le CETUD s'est inscrit en fait dans une dynamique de mise en œuvre de ces recommandations, puisque depuis lors, il y a pas mal d'études qui ont été lancées dans ce cadre-là et également des actions. Déjà, il y a la mise en œuvre du projet BRT. Il y a également actuellement l'actualisation du plan de déplacement urbain de Dakar en un plan de mobilité urbain soutenable qui va permettre en fait d'intégrer les nouveaux enjeux qui sont liés donc à la mobilité durable. Donc, il y a tous ces aspects-là qui font qu'aujourd'hui, le CETUD est dans une dynamique de continuité, en fait, ou bien de mise en œuvre de ces initiatives-là et qui vont permettre à la longue donc d'arriver à une mobilité urbaine soutenable. Ok, très bien. Merci, très intéressant en tout cas. Alors, il nous reste peu de temps. Je pense qu'on va un tout petit peu déborder, mais on va essayer de pas trop déborder quand même. Je voudrais quand même donner l'opportunité à Ndeye Rokhaya Sarr, qui est coordinatrice du plan climat-énergie territorial de Dakar, de la municipalité, de la ville de Dakar, de nous faire d'avoir quelques réactions finalement à ce qui a été présenté et de savoir si cet exercice-là spécifique au secteur des transports, si on l'applique au Sénégal, est-ce que Rokhaya, vous penseriez que cela pourrait être complémentaire avec justement le plan climat que Dakar a initié en 2012, je crois. Merci Rokhaya. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très très bien. D'accord, merci beaucoup Romain et merci à Ahmad d'avoir accepté de participer au nom de cette étude. Comme vous l'avez dit, c'est très important pour la ville de Dakar qui s'est engagée depuis 2017, parce que 2012 c'était la région qui avait fait son PCTI. Dakar s'est engagé à élaborer son plan climat-énergie territorial et a eu à faire des études qui l'ont permis vraiment de connaître ces émissions, surtout dans le secteur du transport, comme vous l'avez dit. Parce que l'étude que nous avons faite au niveau de Dakar avec l'appui du CETUD, avec l'appui du ministère de l'Environnement et certains services déconcentrés de l'État, et aussi le C40, parce que comme vous le savez, la ville de Dakar est engagée dans la Convention des mers subsahariennes, mais aussi avec ce financement, elle a eu l'appui de l'agglomération Grand Paris Sud et du C40 pour élaborer ce plan climat. Et nous avons fait une étude du bilan des émissions de gaz à effet de serre qui nous a montré que avec les émissions de Dakar, le transport vient en deuxième avec 40% de responsables des émissions de GS. Et comme le transport n'est pas une compétence transférée, la ville de Dakar s'appuie sur le CETUD parce que nous sommes membres du comité du conseil d'administration pour vraiment travailler dans la logique des CDN pour la réduction des émissions de GS sur le territoire département de Dakar pour contribuer à ce travail-là qui est mis en œuvre par le CETUD au nom de l'État du Sénégal. Donc, il est important de dire que la proposition, moi j'étais très heureuse de suivre la partie feuille de route à Abidjan, parce que comme on avait à la session au Maroc, on avait déjà suivi le démarrage de cette feuille de route-là. Et comme ça a un peu évolué, on se rend compte que c'est très important pour des villes, des métropoles comme Dakar, de travailler dans ce sens. Et je pense que, comme Ahmad l'a dit, c'est bien possible de dupliquer cette feuille de route au Sénégal, avec Dakar qui est déjà engagé. Pikine aussi est une ville engagée. Je salue mon collègue Ndiaga Fall qui est en ligne.
sur cet atelier. Donc, nous sommes des villes engagées dans le changement climatique et avec l'appui des services étatiques, nous pourrons vraiment mettre en œuvre, dupliquer cette feuille de route, aller vers une recherche documentaire pour vraiment compléter, comme aussi l'a dit le représentant de, comment ça s'appelle encore, Kodatu. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites ici à Dakar, au Sénégal, donc on pourra aussi essayer de voir qu'est-ce qui est spécifique au Sénégal qui n'était pas spécifique en Côte d'Ivoire. Ok, merci. Merci beaucoup, Rokhaya. Je vois que Sylvestre hoche de la tête. Sylvestre qui s'est cassé la tête justement sur tout cela pendant 2 ans en Côte d'Ivoire, mais ce n'était pas pour rien. J'en profite juste pour vous signaler que notre observatoire Climate Change, on vous a mis le lien dans le chat. On a un cas d'étude sur Dakar que vous pouvez consulter sur notre site internet qui est intéressant. Peut-être mon collègue va mettre à l'écran le résultat de la consultation qu'on a fait sur Menti qui dit voilà, qui répondait aux questions qu'on vous a proposées. Donc, un intérêt marqué pour la réplication d'un tel exercice. Et la deuxième, voilà, des idées comme ça d'organisations qui pourraient nous aider à faire ce travail-là et d'endroits, enfin de pays où le faire. Il nous reste, on est déjà un petit peu en retard, donc on vous enverra tout ça évidemment ainsi que les présentations à tous ceux qui sont inscrits, qui se sont inscrits. Donc vous aurez toutes les informations évidemment. Merci en tout cas à ceux qui nous ont donné des idées d'organisation qu'on ne connaissait pas forcément. J'en vois passer là. Ouais, donc vraiment très intéressant. Peut-être donner la parole à certaines. Est-ce que parmi les intervenants, vous aviez des courts commentaires? Parce que là, on est hors, je ne sais pas la traduction, jusqu'à combien de temps Dominique pourra rester, parce qu'on n'avait pas prévu d'aller au-delà de 16 heures. Mais je peux donner un commentaire très rapide de mon côté, hein. Bien sûr. Merci. Voilà, très intéressé donc par tout ce qui a été exprimé, les témoignages à la fois de la Côte d'Ivoire et bien sûr des expressions d'intérêt de l'Ouganda et du Sénégal. Je voudrais dire que dans l'approche de la macro-feuille de route, il y a un exemple qui est intéressant aussi parce qu'il n'est pas africain, hein. On a parlé du Maroc, on a parlé de la Côte d'Ivoire, mais il y a le cas de l'Inde. Alors l'Inde n'est pas l'Afrique, bien évidemment, mais il y a quand même un certain nombre de thématiques intéressantes, d'une population quand même qui est en vive croissante, des infrastructures qui demandent souvent à être enrichies, et puis surtout un accent mis sur la frugalité des solutions. Ça, je crois que c'est très, très important. Et donc, de ce point de vue-là, le travail qui a été fait par FICCI, qui est sur la chambre de commerce industrielle de l'Inde, est particulièrement intéressante. Elle émane également de la société non étatique, mais elle s'est faite en collaboration très, très étroite avec les ministères fédéraux indiens. Et il est intéressant de penser que cette réflexion est celle qui va justement structurer la proposition indienne de NDC, au moment de la COP26, où l'Inde va prendre ses engagements. Et donc, sur la partie transport, ce document est évidemment un document qui va être utilisé par le gouvernement. C'est donc particulièrement intéressant de voir comment cette initiative-là encore non étatique a pu effectivement embrasser les aspirations du gouvernement et de l'ensemble du pays, et donc conduire à la création de cette proposition NDC. Voilà, je vais le donner comme témoignage. Ça vaut la peine, me semble-t-il, pour nos collègues d'Afrique, de se référer à ce document qui est sur le site PPMC également. Feuille de route indienne. Voilà. Okay. Romain, en 10 secondes, je voudrais vraiment, je pourrais dire au niveau de l'expérience ivoirienne, remercier l'association Climate Change, remercier PPMC, Patrick, Claire, remercier la Fondation Michelin, parce qu'aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire est le deuxième pays de l'Afrique et le premier de l'Afrique subsaharienne à se doter de cette feuille de route-là, je pense que c'est grâce à l'engagement de tous ces acteurs-là que je viens de citer. C'est une expérience qui a été engagée depuis Agadir en 2017. Aujourd'hui, le résultat est là. Nous en sommes contents. L'État de Côte d'Ivoire s'est déjà approprié ce document pour en faire un document de stratégie nationale. Le directeur général de la MOGA qui vient d'être nommé à une rencontre avec nous, je crois, le lundi,
pour pouvoir discuter déjà des collaborations qu'il pourrait y avoir entre nos différentes structures et la MOGA à travers la feuille de route. Je tenais donc à dire merci à Climate Change, à Patrick, à Claire et à tous pour le soutien qu'ils nous ont, l'engagement qui nous permet d'avoir cette feuille de route. Merci encore. Avec grand plaisir. Et merci d'en avoir fait quelque chose de très beau. Merci. Oui, merci aussi à toi, Sylvestre, pour ton engagement sans faille. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, soit des intervenants, sinon peut-être lever la main côté participant. Vous pouvez lever la main en bas à droite de votre écran, réaction. Et puis si tout est OK, on a Habib Agossou. Habib Agossou, si vous voulez dire quelque chose. Oui. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation et merci pour l'initiative. Moi, je suis béninois, mais depuis quelque temps, tout ce qui a rapport avec le climat, je n'ai jamais vu une action dans ce cadre. Et j'aimerais vous demander si c'est possible de mener ces actions dans mon pays ici. Dans quel pays? Bénin. Au Bénin. On peut évidemment, on peut en discuter, voir quels sont. Il faut toujours un environnement favorable, on va dire, avec plusieurs ingrédients, mais n'hésitez pas à nous écrire sur association@climate-change.org et on pourra faire le suivi de tout ça. Je vous promets rien, hein, mais gardons contact et explorons toutes les possibilités, évidemment. D'accord, merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y avait d'autres mains levées? Je prends quand même un petit peu de temps pour voir ça. Eva, c'est bon? Ok. Bon, en tout cas, tout cela ne s'arrête pas ici, hein, évidemment. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur... On a un petit problème. Bon, donc n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse de l'association et on fait vraiment le suivi de tout ce qu'on reçoit. Merci encore à tous les intervenants qui ont pris le temps d'être avec nous aujourd'hui, tous les participants qui étaient nombreux. On vous enverra évidemment tout, le compte-rendu, les présentations, ne vous inquiétez pas. Là, bon, pour récapituler, là, moi, je suis vraiment très content parce qu'on a pu présenter donc, cette belle aventure et ce bel exercice ivoirien et on a vraiment de très bonnes chances qu'il y ait une influence concrète dans les politiques nationales ivoiriennes, dans la NDC et on continuera à suivre cela. J'ai noté aussi les intérêts de plusieurs pays pour ça. Donc, côté Ouganda, il y a un intérêt. Côté Sénégal, ça semble assez évident. Il y a énormément d'acteurs qui sont déjà assez solides, qui sont prêts à ce qu'on puisse travailler ensemble. Donc, on va suivre cela de près et j'espère qu'on pourra répliquer cet exercice au Sénégal. Vraiment, on y tient et on reviendra vers vous dès qu'on aura plus d'éléments. Donc, merci à tous encore pour vos témoignages. Le prochain atelier virtuel Climate Change aura lieu le 15 octobre, donc jeudi prochain, avec la GABC, qui est la Global Alliance on Building and Construction. Donc, cette fois-ci sur le thème du bâtiment durable. Et avant de vous quitter, je voulais aussi vous rappeler que vous qui êtes acteurs du secteur de la mobilité, n'hésitez pas à venir sur notre site internet. On a une cartographie qui recense des bonnes pratiques du monde entier et beaucoup d'Afrique. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des projets de bonnes pratiques dans votre domaine sur le secteur des transports, à déposer ça sur notre site internet. Et ensuite, nous, on traduit français, anglais.
on met ça en page et on publie sur notre site. Ça vous permet d'avoir une page sur notre site avec votre projet, des renvois vers votre site si vous en avez, des photos. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer tout ça aussi. Il ne me reste plus qu'à tous vous remercier et vous souhaiter une belle journée. Et j'espère à bientôt au Sénégal, en Ouganda, où ce sera possible. Merci à tous. Au revoir. Merci, Merci Romain. tous. Au revoir. Merci Romain. Merci. Merci à tous. Merci, Voilà, au Romain. revoir. Bye. Et au revoir. Au revoir à tous.